Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je dois dire que je suis très heureuse de donner cette conférence dans ce haut lieu de la dissémination du savoir. Donc, je vais effectivement vous parler de transport. Alors, voilà, ça s'affiche, parfait. Donc, de transport, et je vais étudier principalement 3 systèmes que je vais vous présenter. Donc, trafic routier, ce sont les voitures. Trafic piétonnier, ce sont les piétons, vous et moi. Et puis, on ira voir dans une 3e partie ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun déjà, tous ces systèmes? Donc, c'est des systèmes où il y a du transport, c'est-à-dire que ce sont des systèmes hors équilibre, où il y a des flux, alors flux de voitures, flux de piétons, flux de molécules. Et on va s'intéresser en particulier à la formation d'embouteillages. Alors, sur les routes, on est assez familier avec ça, congestion, embouteillage. Et on pourrait même se demander, depuis le temps que nous roulons sur les routes, que nous marchons dans la rue, comment se fait-il qu'il y ait toujours des embouteillages et qu'on n'ait pas résolu le problème? Alors, il y a une difficulté qui est un petit peu intrinsèque à notre monde, qui est que nous marchons sur la surface de la Terre, nous ne sommes pas des oiseaux, donc nous vivons dans un monde à 2 dimensions. Alors, vous avez peut-être appris en primaire, on apprend que 2 droites qui ne sont pas parallèles sont sécantes, elles se coupent. Ça veut dire qu'il est en 2 dimensions, il est très difficile de ne pas se couper. Et donc, quand on vit dans un monde à 2 dimensions et qu'on veut se déplacer, fatalement, on va rencontrer les autres. C'est encore plus vrai sur une route. Une route, c'est vraiment une dimension, là. Vous êtes obligé de tenir compte de la personne qui est devant vous. Sur une autoroute, vous pouvez éventuellement doubler, mais il y a un moment, à haute densité, vous devez tenir compte des autres. Donc, il faut que nous partagions cet espace. Nous ne sommes pas des fantômes. On dit qu'il y a de l'exclusion, c'est-à-dire quand je suis là, j'empêche quelqu'un d'être là. Voilà, on ne peut pas me passer à travers. Et donc, pour éviter les collisions, pour résoudre toutes ces interactions, il faut que nous interagissions. Et nous ne sommes pas tout à fait des molécules de gaz qui vont rentrer en collision. D'une part, nous pouvons anticiper, donc nous ne sommes pas régis que par des règles mécaniques. Et puis, contrairement aux molécules de gaz, nous savons où nous voulons aller, nous avons une destination. Donc, si on interagit avec quelqu'un, on ne va pas accepter qu'il nous envoie à l'opposé de là où on voulait aller. Alors, en tant que physicienne, ce sont des systèmes qui m'intéressent aussi parce qu'ils ont plusieurs échelles. Alors là, je vais revenir même au fluide, c'est encore un 4e système parce qu'il va nous servir de base et de référence un peu pour le reste. Un fluide, il est composé de molécules. Vous avez l'échelle des molécules qui rentrent en collision. Et puis, à très grande échelle, on voit des fluides avec éventuellement des structures tout à fait étonnantes, comme cette tornade. Pareil pour les véhicules, on a l'échelle de la voiture et l'échelle de l'écoulement sur la route, avec éventuellement des embouteillages. Et pour les piétons, on aura l'échelle de l'individu ou de la foule. Alors, on va commencer par le trafic routier. Et quand je dis trafic routier, j'aurais pu parler de trafic urbain. Là, je vais me concentrer sur ce qui se passe sur les autoroutes. Mais, donc, ça paraît plus simple, peut-être, il n'y a pas de carrefour et tout ça. Mais déjà, donc, il se pose des questions. Et au départ, les gens ont commencé à étudier le trafic routier avec l'idée comment éviter la congestion parce que ça rallonge les temps de trajet. Et puis maintenant, on est de plus en plus sensible aux questions écologiques. Donc, il y a le fait aussi que la congestion va entraîner de la pollution aussi. Donc on voudrait réduire la congestion pour réduire la pollution. Et puis nos voitures deviennent de plus en plus intelligentes. Donc par exemple, elles peuvent vous aider à freiner plus efficacement, mais évidemment, ça va changer les interactions entre voitures. Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Voilà, c'est pour vous donner un peu une série de questions. Je ne vais pas forcément les aborder, mais ayez ça en arrière-plan. Pourquoi on étudie ce trafic routier? Alors, bon, de même que je vous avais dit, il y a plusieurs échelles, l'échelle du véhicule ou l'échelle de l'écoulement global. Il va y avoir aussi plusieurs types de modèles. Donc, à l'échelle des véhicules, on va avoir ce qu'on appelle des modèles de poursuite. On va essayer de définir le mouvement comment un véhicule suit un autre véhicule. Donc, par exemple, ici, la voiture rouge va avoir une accélération qui va dépendre de la distance au prédécesseur, de la différence de vitesse avec le prédécesseur. Voilà, on peut écrire des lois comme ça qu'on va essayer de mesurer sur la route.
À l'autre extrême, on ne va plus voir les voitures individuellement, mais on va voir l'écoulement sur la route un peu comme un liquide. Et on va écrire des équations pour la densité de voitures et la vitesse moyenne des véhicules, mais on ne va pas regarder chacun individuellement. On va plutôt dire il y a tant de véhicules par kilomètre à tel endroit, etc. Et je vais mentionner une troisième série de modèles qui est beaucoup moins utilisée en opérationnel, mais qui va nous donner des exemples assez intuitifs, qui sont les automates cellulaires. Alors, on a de nouveau des voitures individuelles, mais on va beaucoup simplifier leur dynamique. Alors là, je vous en ai mis une version ultra simple qui n'est pas celle qui est utilisée en opérationnel, des petites boules qui sautent sur un réseau de case en case. Mais ça va déjà nous servir pour comprendre un petit peu ce que c'est que l'embouteillage. Si vous tracez pour ce modèle le flux, c'est-à-dire combien de voitures passent en un point donné par unité de temps, en fonction de la densité. Alors, je ne sais pas si je peux utiliser ma souris, voilà. Donc, vous voyez que dans une première partie, à basse densité, le flux augmente linéairement avec la densité. Ça veut dire que la vitesse est constante. Donc ça, c'est quand vous pouvez rouler librement, c'est l'écoulement libre. Et à un moment, le flux se met à décroître avec la densité. Donc là, ça veut dire que la vitesse décroît énormément et on est en phase d'embouteillage. Et ce que vous voyez, c'est que la transition entre les deux est assez nette. On verra après des données réelles, mais à chaque fois, la transition est assez nette. Alors, on va prendre ce petit modèle d'automate cellulaire pour voir un effet qu'on a étudié. Donc voilà, j'ai remplacé les boules par des voitures, parce que voilà, on parle de voitures. Et comme c'est une route, on va prendre une route ouverte. Donc, ma route est découpée en cases. Voilà, j'injecte des voitures avec une probabilité alpha à chaque pas de temps. S'il n'y a personne devant, elles avancent. Donc celle-ci, ayant quelqu'un devant, ne peut pas avancer. Celle-ci va avancer. Et à la sortie de la route, je sors avec une probabilité bêta. Donc c'est un modèle vraiment niveau 0 pour représenter une route. Donc voilà, à chaque pas de temps, voilà, là j'ai injecté une voiture. Celle-ci a avancé d'une case. Celle-ci, elle n'a pas pu avancer. Il y avait quelqu'un devant elle ou pas d'avant. Les flèches bleues représentent les transitions qui seront possibles au prochain pas. Et puis celle-ci, c'est celle-là qui a avancé d'une case. Et celle qui était au bout est sortie. Voilà, donc vraiment très simple. Il se trouve que ce modèle très simple, si j'injecte plus de voitures que ce qui peut sortir, c'est-à-dire si alpha est plus grand que bêta, ce que je vais observer, alors ici il faut que je vous détaille, ça c'est l'espace et le temps. Donc les voitures sont injectées ici, c'est à gauche pour vous, oui, et elles sortent à droite. Et ce qu'on voit, c'est qu'un modèle aussi simple, il y a une transition vers l'embouteillage. On voit un embouteillage qui se forme à la sortie et qui va peu à peu envahir tout le système. Et là, les lignes qu'on voit, c'est les trajectoires des véhicules qui sont libres. Donc ça, c'est pour comparer avec un autre cas. Je vais rajouter quelque chose qui est mis dans les modèles sous une forme plus compliquée dans les modèles opérationnels. Je vais simplement dire que voilà, je démarre avec la même configuration qu'avant. Mais vous voyez cette voiture ici qui ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait quelqu'un devant. Je vais en garder la mémoire, je vais la colorier en rouge. Elle s'est arrêtée. Et ce qu'on va mettre comme ingrédient ici, c'est de dire si elle s'arrête, il va falloir un petit temps de réaction pour qu'elle redémarre. Ça ne va pas démarrer aussi vite que si elle était déjà en train de rouler. Donc ici, cette voiture rouge va redémarrer avec une probabilité inférieure à 1. Donc celle-là, elle a redémarré tout de suite, mais celle-ci... Est-ce que vous arrivez à bien voir la souris? Ça marche que j'utilise la souris comme pointeur? Oui. Donc celle-ci, elle n'avance pas et du coup, elle va encore en bloquer une derrière et encore une. Donc on voit que ça va créer des bouchons, ce temps de réaction au redémarrage. Si vous regardez bien la couleur, les rouges, ça fait un peu une ligne ici qui remonte vers la gauche. Ça veut dire que les embouteillages remontent l'écoulement. Ça, c'est vrai sur les autoroutes. Les embouteillages remontent l'écoulement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la sortie, alors sur une autoroute, ça pourrait être une rampe d'accès, un rétrécissement, quelque chose qui gêne un peu pour passer. On peut avoir des embouteillages qui se créent sur ce rétrécissement et qui vont ensuite se propager et remonter dans l'écoulement. Donc si je vous montre tout ça, c'est surtout pour que vous voyez, là c'est le même schéma que
que celui-là, ici, il était en rouge. Mais donc, on a l'espace et le temps. Ben, là aussi, on a l'espace et le temps. Mais vous voyez que la structure est complètement différente. Rien que le fait d'avoir mis un temps de réaction au conducteur. Donc là, on va créer des petits embouteillages près de la sortie. Ils vont remonter l'écoulement. Et au fur et à mesure qu'ils remontent l'écoulement, ils vont devenir plus gros parce qu'ils vont fusionner entre eux. Et on a des embouteillages de plus en plus gros. Ici, on voit un gros quand on est loin de la remontée. Donc, vous imaginez, si vous êtes un conducteur, vous arrivez là-dedans, vous voyez un embouteillage, mais vous ne comprenez pas du tout d'où il vient. Parce qu'il ne vient pas du tout de là où vous êtes. C'est quelque chose qui a été créé ailleurs et qui s'est déplacé sur l'autoroute. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est un petit modèle un peu simpliste quand même. Est-ce qu'il y a des traces de ça sur des vraies autoroutes? Alors, je vous donne un exemple. Là, c'est une autoroute allemande. Et il y avait une rampe d'accès ici. Et ils ont mesuré la vitesse des véhicules en fonction du temps à plusieurs endroits au niveau de la rampe, mais aussi en remontant un peu l'écoulement, avant la sortie, avant l'entrée. Je crois que c'était une rampe d'accès. Alors, ce qu'on voit, quand on remonte un peu l'écoulement, si on est juste avant la rampe d'accès, c'est qu'il y a des tout petits bouchons qui sont créés, et ils arrivent à les suivre d'un détecteur à l'autre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus on s'éloigne de la rampe, plus on est avant la rampe, plus ces bouchons deviennent gros. Je ne sais pas si vous comparez, là, ils sont tout petits, là, ils sont déjà un peu plus gros, encore un peu plus gros et encore un peu plus gros. Donc, on a l'air de voir effectivement ce genre de phénomène de bouchons qui remontent en amont sur la rampe et qui, peu à peu, se réunissent entre eux. Donc, du coup, il y en a moins, mais ils sont plus gros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de ce petit modèle tout bête? Donc, je vous avais déjà montré cette figure-là, hein, le flux en fonction de la densité, avec de l'écoulement libre et de la congestion. Maintenant, j'ai mis ce petit temps de réaction à mes conducteurs. Quand ils sont arrêtés, il leur faut un peu de temps pour redémarrer. Eh bien, j'obtiens ça. Donc, c'est assez différent. Déjà, ce n'est pas tout à fait la même forme, mais il y a vraiment quelque chose qui est qualitativement différent. C'est que vous voyez que pour toute une gamme de densité, je peux avoir deux flux possibles. J'ai deux régimes possibles. Soit je suis en écoulement libre, soit je suis en congestion. Et une fois que je suis congestionné, il faut que je rebaisse la densité pour arriver à remonter sur la voie d'écoulement libre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hystérésis. On ne peut pas monter, descendre comme on veut. Hein. Donc ça explique que quand on est en écoulement libre, mais à des densités déjà assez élevées, on aimerait rester sur la branche d'écoulement libre. Et vous voyez des fois sur les panneaux à affichage variable, vitesse conseillée, 70 ou je ne sais pas quoi. Ben ça, c'est pour essayer que tout le monde roule à la même vitesse, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de fluctuations et qu'on évite de tomber sur la voie embouteillée. Alors là, c'est des tracés de modèles avec des simulations bien propres, mais sur la route, comment on peut mesurer ces choses-là? Alors vous avez peut-être vu devant les feux de circulation, parfois on a des boucles comme ça, un peu en rectangle, qui sont noyées dans la chaussée. Ce sont des boucles magnétiques qui peuvent détecter la présence d'une masse métallique au-dessus d'elles. Et donc sur les feux, c'est pour savoir s'il y a une voiture et s'il faut passer au vert. Mais il y en a aussi partout sur nos autoroutes. Et ça sert à la gestion du réseau d'autoroutes. On sait immédiatement s'il y a des bouchons quelque part. Parce que oui, donc les boucles détectent le passage des voitures. Donc vous avez le flux, vous pouvez les compter. Mais en mettant deux boucles, vous pouvez même avoir leur vitesse. Vous savez à quelle vitesse elles roulent. Donc vous pouvez collecter plein de données comme ça. Alors moi, dans ma simulation, je peux faire semblant que j'ai une boucle magnétique et que pendant une minute, je compte combien il y a de voitures. Et je vais faire ça. Alors, comme il y a des fluctuations, ça va me donner un diagramme qui est moins joli que le précédent, mais qui va plus correspondre à ce qui est vraiment mesuré dans le trafic routier. Donc, ma simulation, avec ce bruit de mesure, donnerait des données comme ça. Là, j'ai relié les points entre eux, donc ça fait des lignes partout, mais il faut le voir comme un ensemble de points. Chaque point correspond à une mesure. Et donc là, je reconnais l'écoulement libre et la branche d'écoulement embouteillé. Et vous voyez que bien que ce modèle soit vraiment ridiculement simple, finalement, ça commence à ressembler à des données réelles. Là, c'est sur une autoroute. Donc, on a l'écoulement libre
et l'écoulement embouteillé. Et si ce modèle ultra simple déjà arrive à reproduire des choses comme ça, c'est parce qu'il a deux ingrédients qui sont importants. D'abord, c'est stochastique, il y a du bruit, on ne roule pas tous pareil, il y a des choses un peu impondérables. Et d'autre part, il y a de la métastabilité. Alors, le fait d'avoir un temps de réaction d'un conducteur, c'est un des scénarios possibles pour l'expliquer. Et il peut y en avoir d'autres aussi. Voilà. Alors oui, c'est pour vous donner un exemple. Ce type de modèle par automate cellulaire n'est pas beaucoup utilisé en opérationnel, mais il y avait un site en Allemagne, par exemple, qui utilise des modèles d'automates cellulaires un peu plus sophistiqués que ce que je vous ai montré pour faire de la prédiction de trafic, un peu l'équivalent de notre citadin. Alors maintenant, on va aller voir à grande échelle, et on va revenir au fluide. On va voir une autre façon d'envisager ces systèmes. Alors les fluides, ça a été étudié il y a longtemps. Vous voyez que Navier et Stokes, ça remonte au 19e, vous avez les dates. Alors, comment on modélise un fluide? Il faut repartir de l'échelle microscopique. On a des molécules qui rentrent en collision. Et ces collisions ont deux propriétés extrêmement importantes qui sont des lois de conservation. Alors quand je vais vous le dire, ça va vous paraître trivial. La première loi de conservation, c'est que les molécules, si elles sont là, il n'y a pas de chimie, elles ne disparaissent pas et elles n'apparaissent pas spontanément. Ça serait pareil pour nous, quand je roule sur la route, je ne disparais pas. Voilà. C'est la conservation de la masse. La conservation de l'impulsion, c'est déjà un petit peu plus subtil. Si j'ai une boule comme ça et une autre là qui arrive, vous savez par instinct qu'elles ne vont pas toutes les deux repartir dans le sens opposé. Elles vont se déplacer dans le sens de l'impulsion qui est donnée au départ. Et donc il y a des règles comme ça qui sous-tendent les collisions entre les molécules. Et ces conservations qui ont lieu à l'échelle des molécules, donc à très petite échelle, en fait contraignent de façon très importante la forme des équations à grande échelle. Alors je vous ai écrit juste, je suis désolée, un petit peu d'équations, mais je ne vous demande pas de les comprendre. La seule chose que vous avez besoin de voir, c'est qu'il y en a deux. Deux parce qu'il y a deux lois de conservation. Donc la première équation, elle correspond à la conservation de la masse, et la deuxième, à la conservation de l'impulsion. Écrit à une autre échelle, il y a un peu de calcul, mais en gros c'est ça. Donc vous avez deux équations, et vous avez deux inconnus dans ces équations, qui sont la densité et la vitesse. Alors là, c'est une règle un peu générale. Quand il y a deux équations, deux inconnus, on est content, on a le bon nombre d'équations pour déterminer les inconnus. Les calculs vont peut-être être compliqués pour résoudre, mais on a le bon nombre d'équations. Voilà. Donc ça, il y a une base assez solide pour les fluides, pour savoir à quelles équations ils obéissent. Alors qu'en est-il pour notre trafic routier? Eh bien, on a un problème. Alors la loi de, comme on l'a dit, conservation de la masse, ça va. Les voitures ne disparaissent pas au milieu de l'autoroute. Elles sont là, on conserve le nombre de voitures. Mais par contre, moi, quand je marche, je suis en contact avec le sol et je n'ai pas du tout besoin que quelqu'un me rentre dedans pour décider de faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Je fais ce que je veux. J'ai une force d'autopropulsion. Je suis en contact avec le sol et ça me permet de me déplacer comme je veux. Donc, le problème, c'est qu'on a toujours deux inconnus. On a la densité et la vitesse. Donc, il nous manque vraiment quelque chose. Et c'est ça qui va faire qu'on va être obligé d'observer ces systèmes un peu plus pour savoir par quoi on va compléter. Alors, en fait, il y en a qui ont eu des idées il y a déjà un certain temps. Vous voyez, c'est assez ancien, la science du trafic. Le premier modèle qui reste une référence aujourd'hui, c'est des années 50. Donc, il s'est dit, OK, enfin, c'était un ensemble de 3 chercheurs. Ils ont dit, d'accord, on a la conservation de la masse, donc on sait quelle est l'équation qui exprime la conservation de la masse, c'est la même que tout à l'heure. Et puis, il faut une deuxième, parce qu'on a besoin de deux relations, parce qu'on a deux inconnus. Alors, une façon de faire, c'est juste de dire, il y a une relation entre la vitesse et la densité, et on va aller voir sur les routes à quoi elle ressemble, cette relation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ces boucles magnétiques un peu partout. Et la première chose que les ingénieurs du trafic tracent, c'est le flux en fonction de la densité. Ici, pour les 3 voies d'autoroute, alors ils l'appellent
pour les ingénieurs du trafic, ça s'appelle diagramme fondamental. Bon. Et on reconnaît bien ce qu'on avait déjà vu, hein, donc des parties d'écoulement libre. Alors ici, il y a les 3 voies d'autoroute qui vont à des vitesses différentes. C'est pour ça que vous avez 3 droites avec 3 pentes différentes, mais en gros, ça va tout droit. Et puis, au-delà d'une certaine densité, bon, on retrouve notre phase congestionnée. Alors, pour pouvoir utiliser ça dans nos modèles, ce que les gens font, c'est de dire, bon, ça ressemble à peu près à un triangle, là, on va dire. Voilà. On va remplacer ce nuage de points par un triangle, et on a une relation entre la vitesse et la densité. Donc ça, il y a eu des congrès entiers pour se battre, si c'était un triangle, si c'était quelque chose d'un peu courbé, et ça n'a pas grand sens, puisque de toute façon, c'est une approximation d'un ensemble de quelque chose en phase congestionnée. Vous voyez, c'est presque un nuage de points en 2 dimensions. Mais de façon effective, ça nous permet quand même d'avoir cette relation manquante et de résoudre le problème. Et voilà. Alors depuis, il y a eu des modèles un petit peu plus compliqués, mais la philosophie, elle est quand même toujours là, c'est celle-là. Voilà. Alors les piétons. Les piétons, c'est un peu plus compliqué. Donc de nouveau, on n'a que la conservation de la masse, mais on est dans un espace à 2 dimensions. Les voitures, on peut considérer qu'une fois qu'elles sont sur l'autoroute, elles vont toutes au même endroit, elles suivent la route. Alors que les piétons, ils peuvent avoir chacun une destination différente. Et puis on a aussi beaucoup moins d'inertie que les voitures. Une voiture, il y a toujours une longueur de freinage, ça contraint un peu la dynamique. Un piéton, s'il veut s'arrêter, tourner, il le fait quasiment instantanément. Et nous avons à notre disposition 2 choses sur lesquelles on peut agir. Il y a la direction dans laquelle je marche, et puis il y a la vitesse à laquelle je marche. Et donc j'ai le choix, j'ai vraiment tout un panel de stratégies, parce que j'ai ces deux variables sur lesquelles je peux agir. Alors, comme on arrive aux piétons, je voulais un peu vous rappeler pourquoi on s'intéresse aux foules. Donc, ce qui vient souvent assez spontanément à l'esprit, c'est le design. On veut dimensionner des bâtiments pour accueillir du public, par exemple. Alors, il y a l'usage normal. Est-ce que ma gare va être efficace pour les trajets de tous les jours, etc. Et puis, il y a tout un champ qui est autour des évacuations d'urgence. Est-ce que, s'il y a le feu, on peut évacuer en moins de temps cette salle, etc. Voilà. Et puis, il y a des applications auxquelles on pense peut-être un peu moins. Il y a de plus en plus des demandes en démocratie participative d'avoir des foules virtuelles. Imaginez un maire qui veut concevoir un nouveau quartier et avoir l'avis de ses citoyens. Eh bien, si les gens peuvent déjà de façon virtuelle se promener dans le quartier, ça va permettre plus d'interaction. Et puis alors surtout, un énorme marché, ce sont les jeux vidéo, les films, la publicité, tout ce qui est full virtuel pour animer voilà, des séquences qu'on a synthétisées. Alors, donc j'espère vous avoir convaincu qu'on a besoin de données là, parce que là, sur les piétons, on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc là, c'est pour donner un exemple. Bon, moi, j'étais impliquée dans plusieurs projets d'expérience sur les piétons. Alors, pourquoi des expériences? Jusqu'à récemment, on ne savait pas très bien. On pourrait dire on va dans le métro, on prend un film et on détecte les piétons. Jusqu'à récemment, on ne savait pas bien faire. Il fallait des gens qui, à la main, suivent chacun, etc. Donc, les expériences ont vraiment joué un rôle complémentaire. Maintenant, je dirais, depuis 5 ans, il y a vraiment eu des progrès fabuleux. On arrive beaucoup plus à détecter des piétons, mais encore pas à trop haute densité, etc. Donc, quand on veut faire des expériences, il faut déjà dire dans quel régime on est, à haute ou à basse densité, et puis quelle configuration on va regarder. Alors là, bon, c'est un des projets, je vous montre les équipes, parce que c'est toujours un travail très interdisciplinaire de travailler sur ces sujets. Donc là, il y avait des mathématiciens, des gens qui travaillent dans l'informatique graphique, des gens qui travaillaient sur les insectes sociaux. Nous, on était physiciens. Et on a besoin de croiser toutes ces approches pour construire ensemble quelque chose. Alors, on a fait des expériences. L'avantage des expériences, c'est que vous pouvez vraiment contrôler les paramètres, dire combien il y aura de personnes, où est-ce qu'elles iront, qu'est-ce qu'elles devront faire, etc. Il se pose toujours la question de savoir si on marche dans les conditions naturelles. On essaye
voilà, déjà les gens en général ne sont pas conscients de ce qu'on mesure, et puis on essaye de leur dire, voilà, de leur donner des situations, marcher comme si vous rentrez après une journée de travail ou quelque chose. Voilà, donc on a utilisé un système de mesure qui est utilisé dans l'industrie du cinéma. Alors d'habitude, vous voyez donc ces petites boules là qui sont sur l'épaule des personnes. Donc si vous faites du cinéma, vous allez en mettre plein sur un acteur pour pouvoir ensuite détecter le mouvement de ces petites boules et vous en servir pour animer des personnages, voilà, comme Avatar, etc. Là, ce qu'on a fait, c'est d'en mettre pas beaucoup sur chacun. Il y avait 2 sur une épaule, une sur l'autre et une sur la tête. Mais par contre, on avait beaucoup de monde et ça nous permettait de suivre le mouvement des gens avec une bonne précision. Et alors, vous voyez un petit peu là-haut, on avait un couloir. Alors, pas très, comme on est physicien, on aime bien avoir des couloirs avec des conditions périodiques, donc en anneaux, et les gens devaient tourner dedans, dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais vous montrer la vue de dessus, ce que ça donne. Donc, on voit cet anneau. Les gens avaient juste pour consigne de marcher dans un sens ou dans l'autre, et on pouvait varier le nombre de gens marchant dans chacune des directions. On pouvait varier aussi le nombre de gens à l'intérieur de l'anneau. On a eu jusqu'à 60 personnes. Ce que vous voyez là, c'est qu'assez vite, il se forme des voies de circulation. Il y en a même, mais par contre, des fois, il y en a 2. Là, il y en a eu 3 ici. Et puis, on revient à 2. Donc, il y a toute une dynamique de formation de voies, etc. Donc, voilà une vue de dessus. Où on voit la condition initiale où tout le monde est mélangé. Et puis, formation de 2 voies, parfois 4, parfois 3. Ça dépend des moments. Voilà. Alors, plus récemment, on a repris ces données en se disant, est-ce qu'on peut faire un modèle avec ça? En ignorant un peu cette dynamique sous-jacente, on ne s'occupe pas des voies. On va juste dire, voilà, on a 2 familles de piétons, les rouges qui vont dans un sens, les bleus dans l'autre sens. Donc, comme on a 2 familles de piétons, on a 2 densités. On double le nombre de variables. 2 densités, ρ plus et ρ moins. Donc maintenant, vous êtes habitués à densité. On a la conservation de la masse. Mais là, on a conservation de la masse pour les bleus et pour les rouges. Donc on a 2 lois de conservation de la masse, qui sont ces 2 équations. Et il va falloir qu'on complète par des relations qui vont relier la vitesse aux densités, ρ plus et ρ moins. Alors là, c'est juste pour vous montrer qu'il se passe des choses dans cet anneau. Pardon. Tac. Donc là, ce sont des données expérimentales. Donc là, verticalement, c'est l'espace. C'est comme si on avait déplié le couloir et on a le temps horizontalement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits où il y a plus de monde et que ça se propage dans les 2 sens. Voilà, donc c'est ça qu'on voudrait essayer de comprendre un peu plus finement. Alors, donc on va mesurer le flux en fonction de la densité de chacune des espèces de piétons. Et ça, on a assez de données pour le mesurer sur nos expériences. On découpe le couloir en cases, on mesure la densité, le flux, etc. Donc à gauche, ce sont les données expérimentales. Et on va trouver une fonction mathématique qui approxime bien ces résultats expérimentaux. Donc, vous voyez à droite, c'est la fonction mathématique. Et plus c'est rouge, plus il y a de flux. En gros, plus il y a de monde qui passe. Et on peut interpréter les coefficients. Bon, je vais passer là-dessus. Bref, on a cette fonction qui nous donne le flux en fonction de la densité des piétons qui marchent dans le même sens que vous ou dans le sens opposé. Et puis, on va tester si le modèle marche. Donc, pour ça, on va virtuellement dire, on fait une section où le modèle voit ce qui se passe. Il sait combien il y a de gens qui sont là. On prend le modèle et après, on les fait rentrer et on dit, le modèle, il doit se débrouiller pour prédire ce qui se passe dans le reste de l'anneau. Donc là, on a les piétons qui vont dans le sens plus et les piétons qui vont dans le sens moins. Donc, vous voyez, les pentes sont différentes parce qu'ils se propagent dans un sens différent. Alors là, c'est tourné par rapport à tout à l'heure. Le temps est vertical et l'espace est horizontal. Bon. Et à chaque fois, on compare avec les expériences. Alors, pardon, ça, c'est les expériences ici à gauche et le modèle est à droite. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un peu moins de bruit dans le modèle, mais que finalement, on arrive à retrouver la bonne propagation de ces surdensités dans le système. Et on peut le faire donc soit avec 50% des gens qui vont dans chaque sens,
Oh, je vais passer ça. Non, je ne l'ai pas mis. Si, voilà. Là, c'est avec 75% et 25%. Donc, il n'y a pas beaucoup de piétons plus et il y a beaucoup de piétons moins. Mais finalement, bon, le modèle arrive à s'en débrouiller et à rendre compte un peu de cette propagation dans le système. Alors là, on peut rendre les choses un peu plus quantitatives. Bon, ça marche. Ce qu'on peut regarder avec un modèle comme ça, même si c'est assez grossier, c'est de dire, imaginons, j'ai un couloir dans le métro, les gens passent dans les deux sens. À partir de quand j'ai intérêt à mettre une séparation pour que les gens qui vont dans chacun des sens ne soient pas mélangés. Je vais perdre en largeur, mon couloir sera plus étroit, mais je n'aurai pas le problème des gens qui viennent en face. Donc là, un modèle comme ça peut permettre de prédire, bon, sans surprise, il dit que on a intérêt à séparer les flux si on est à forte densité et qu'on a à peu près autant de gens qui vont dans les deux sens. Vous voyez un petit peu le plus sévère, plus on a un gain à séparer les flux. Voilà. Alors, comme je vous ai parlé de ces modèles fluides en vous disant ça marche, on arrive, j'ai envie de vous montrer aussi une limite des modèles. Pour que vous compreniez, c'est de la recherche qui est en train de se faire et tout ne marche pas encore très bien. Il y a un problème de ces modèles fluides. Là, vous voyez la colonne de droite, c'est le modèle fluide. Et à gauche, c'est le modèle avec des microscopiques qui correspond, avec des piétons qui sont représentés par des disques. On a vraiment les individus. Alors au début, vous voyez, c'est à peu près pareil. Si vous regardez dans le détail, les trous sont au même endroit, ça correspond bien. Et si on fait évacuer une pièce comme ça, on voit que le modèle fluide, il a fini avant le modèle microscopique. Et là, il y a vraiment une difficulté intrinsèque. C'est qu'il y a deux choses qui gênent la sortie des piétons. Il y a le fait qu'on est incompressible à haute densité. Si vous serrez des gens, il y a un moment où vous ne pouvez plus compresser. Donc ça, on sait le faire pour des fluides. L'eau, c'est incompressible aussi, ça marche. Mais il y a une autre propriété des piétons, c'est qu'en gros, on est comme des cylindres. On ne peut pas se transformer en feuille de papier pour passer par une petite fente et puis redevenir cylindre, sinon on serait des barbapapa. Et les modèles macroscopiques, quelque part, supposent qu'on est des barbapapa et qu'on arrive à se faufiler là où normalement on ne devrait pas. Donc ça, voilà, ça c'est une difficulté qu'on a dans les modèles. On doit compenser en changeant le flux aux sorties, etc. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement un autre exemple de choses qu'on peut regarder, là pas au niveau des modèles, mais de ce qu'on voit en vous parlant de ce qui se passe quand il y a deux couloirs qui se croisent de façon perpendiculaire, avec un flux qui vient dans un sens et un flux dans l'autre. On a des diagonales qui se forment spontanément à l'intersection. Alors ça, c'est observé à la fois dans des expériences, vous voyez, c'est les champs de densité, on voit en gros des structures diagonales, et puis dans les simulations, je vais vous en montrer une ici, on voit très bien la formation des diagonales au moment où les croisements s'opèrent. Ça, c'était des élèves polytechniciens qui avaient fait une expérience avec leurs camarades. Donc voilà, bon, ils sont tous en noir, donc il faut arriver à regarder. Mais je vais vous mettre un snapshot. Vous voyez, là, bon, ils arrivent, c'est encore très désordonné. Mais plus ils avancent dans l'intersection, plus, par exemple, tous ces gens, là, sont à peu près en diagonale. Voilà. Donc on voudrait comprendre ça. Alors on l'a fait de nouveau avec un modèle très très simple d'automate cellulaire. On a une grille et des particules qui sautent de case en case en avançant en ligne droite. Voilà. Et donc il y a les bleus qui vont aller vers la droite, vers l'est, et les jaunes qui vont aller en haut vers le nord. Alors si je regarde que l'intersection, ce qui se passe, là donc je vous en montre une grosse pour qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien la formation des diagonales. Et même surprise, ce n'est pas vraiment des diagonales. Si je schématise, c'est plutôt des chevrons. Donc ça nous a étonnés. On a voulu comprendre ce qui se passait. Alors, imaginons d'abord, comme point de départ, vous êtes une particule bleue et vous voulez traverser un écoulement de particules qui sont perpendiculaires, donc là les jaunes. Alors le bleu va avancer et je vais marquer les points où il a été et ces points seront emmenés par le flux jaune. Donc c'est un petit peu comme un bateau qui traverse une rivière. Le sillage va être emmené par la rivière. Si votre rivière est comme ça et que le bateau traverse perpendiculairement, le sillage du bateau est emmené par la rivière et peut partir en diagonale. Là, c'est ce qui se passe. Et alors, tant que le bleu ne rencontre personne,
on a un sillage à 45 degrés. S'il rencontre quelqu'un, il va être obligé d'attendre un peu et ça va être un peu moins que 45 degrés. Du coup, ça change un petit peu l'angle du sillage en moyenne. Pardon, je suis allée trop vite. Voilà. Donc, on comprend bien qu'on doit avoir, si on a cette configuration-là, des sillages qui sont presque à 45 degrés, mais pas tout à fait. Et alors, une fois qu'on a le sillage, il y a un intérêt pour les gens qui sont avec d'être dans le sillage, parce que ça veut dire que le premier leur a frayé le chemin et qu'il y a un espace vide derrière eux. Et donc, les gens vont avoir tendance à se mettre dans le sillage du premier, mais c'est un sillage qui est en diagonale. Et alors, le fait qu'on ait ces chevrons, la façon dont on le comprend, c'est si vous arrivez ici, donc les jaunes, eux, viennent déjà de loin, pardon, les bleus, ce sont les bleus qui viennent déjà de loin, ils sont déjà organisés en ligne, mais du coup, ils ne gênent pas beaucoup les jaunes, qui, eux, sont homogènes. Donc, on est dans la configuration d'ici. Et par contre, dans l'autre côté, ce sont les jaunes qui sont déjà plus organisés en diagonale et les bleus qui sont répartis. Donc, selon qu'on est près d'une ou de l'autre des entrées, on n'a pas le même mode. Et ça permet d'avoir ces deux modes qui forment des chevrons. Voilà. Alors, on a des expériences là où on fait se croiser des groupes, on va les analyser cet été. Pour voir selon l'angle d'incidence, etc. Est-ce que ces lignes se forment toujours pareil, etc. Mais ça, ce sera pour plus tard, le résultat. Alors, vu le temps qui me reste, je vais aller très vite. Je vais vous montrer les films, parce que c'est quand même marrant de voir. Donc, on a fait des expériences pour étudier, comme je vous dis, les piétons, ils peuvent changer leur angle ou leur vitesse, mais ça fait beaucoup de variations possibles. Donc là, on a dit on prend une ligne et les gens ne peuvent pas se doubler. Et alors là, vous allez voir, vu de dessus, c'est une reconstruction à partir des données expérimentales. On voit les piétons qui bougent. Donc les piétons vont dans un sens. La couleur, c'est leur vitesse. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'à haute densité, il y a un embouteillage qui se propage en sens inverse. Donc comme les voitures, c'est ce qu'on appelle une onde de stop and go. Les gens s'arrêtent presque à un moment, redémarrent. Et cette onde de stop, elle se propage dans le sens inverse des piétons. Voilà. Donc on a plein de données comme ça, on varie la densité, etc. Et ce qu'on voudrait, c'est faire une loi de poursuite, exactement comme pour les voitures. Quelle est mon accélération en fonction de la distance au prédécesseur, de la différence de vitesse avec le prédécesseur. Donc on cherche des corrélations pour trouver la bonne relation. Mais ce qui est apparu comme important, c'est que on sait à peu près, quand je vois quelqu'un, je vois la distance à cette personne quasiment instantanément, je sais l'évaluer. Par contre, la différence de vitesse, il me faut un peu plus de temps. Et là, il faut qu'on mette un petit retard. Donc ça, c'est important de mettre dans les modèles. Voilà. Et au moins, on a pour certaines gammes de paramètres un bon accord entre les expériences et les simulations. Après, on a tracé donc. Ah oui, c'est pas en français. Donc, c'est la distance entre piétons. Donc, c'est l'inverse de la densité, si vous voulez, en fonction de la vitesse. Alors, quand la distance est grande, on a de la vitesse constante. On va à la vitesse qu'on a choisie. Mais quand la distance diminue, la vitesse diminue. Ça, on s'y attendait. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu deux régimes avec deux pentes. Ces pentes, elles donnent un temps d'adaptation, en gros. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il semblerait, de ces données, qu'on ait un peu un premier temps d'adaptation où on s'adapte mollement sur 5 secondes, on ne fait pas très attention. Et puis, quand on est vraiment à haute densité, là, ces temps deviennent beaucoup plus courts, en dessous de la seconde. Et ça correspond à ce qu'on sait des temps de réaction de quelqu'un. Quand on ne s'attend pas que quelque chose arrive, c'est plusieurs secondes. Quand on s'attend que quelque chose arrive, c'est plutôt de l'ordre de la seconde. Voilà. Alors, je garde un peu de temps quand même vous parler de ces fameux piétons moléculaires. Donc déjà, on va descendre à l'échelle de la cellule. Il faut un peu que je vous présente cet objet. Donc une cellule, c'est, vous voyez ici donc, une image. On ne voit peut-être pas trop les détails, mais on voit déjà le noyau. Et puis, il y a un certain nombre d'organelles qui sont représentés sur ce schéma. C'est très organisé, une cellule. Donc, si je représente ça de façon un peu imagée, c'est comme une ville. Il y a besoin d'endroits où on va produire de l'énergie, d'autres où on va produire des protéines, de la matière, d'autres où on va éliminer les déchets. Il y a les échanges avec l'extérieur, il y a les usines pour
Il faut éventuellement faire des travaux pour faire bouger la cellule, la réparer, tout ça. Donc il y a vraiment les mêmes besoins que dans une ville. Et comme dans une ville, on a besoin de logistique. Donc il va falloir un réseau de transport pour relier ces différents lieux qui correspondent à différentes fonctions. Alors c'est encore plus vrai dans l'axone. L'axone, donc voilà un neurone. Hein. Un neurone, c'est fait d'une partie ronde, le soma, et puis d'une partie très allongée, l'axone. Il y a d'autres filaments qui sont les dendrites qu'on ne voit pas très bien ici, mais bon. Et donc cet axone, il peut être très long. Il peut faire le plus long chez l'être humain, c'est de l'ordre de 1 mètre, alors que c'est très très fin. Donc il faut vraiment un transport extrêmement efficace pour arriver à déplacer des choses là-dedans. D'autant plus que là, vous voyez une coupe, c'est très très encombré. Donc on se demande même comment c'est possible de transporter quoi que ce soit à l'intérieur. Alors voilà le système de transport dans la cellule. Donc nous avons des routes, là vous voyez le noyau, et puis il y a des filaments qui sont radiaux ici. Donc c'est surtout ceux-là dont on va parler, ce sont des polymères qui ont la forme de tubes assez rigides, hein, qui vont servir de route. Et puis il y a d'autres filaments qui tapissent la membrane, qui sont aussi un autre réseau de transport, mais beaucoup plus souple. Donc je vais m'intéresser, moi, à ce réseau de microtubules. Alors dessus, il y a des molécules qui, par leur structure, ont des jambes et qui vont, avec une petite réaction chimique, faire des changements de conformation. Et à chaque fois qu'il y a la réaction, ils font un pas. Alors ils vont très vite, puisque si on les mettait à notre taille, on ferait du 2 à 300 km/h si on marchait à la même fréquence. Donc ça va très très vite, mais ils sont tout petits. Et donc ils se déplacent dans la cellule et c'est eux qui sont responsables du transport. Alors les microtubules, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez imaginer qu'il y a du carrelage dessus et qu'à chaque endroit, je peux regarder, ah ben là, si je vais par là, c'est le sens de Paris, et si je vais par là, c'est le sens de Lyon. Donc les moteurs, il y en a, quand ils arrivent sur la microtubule, qui sont spécialisés pour aller vers le centre de la cellule, disons, et d'autres pour aller vers la périphérie. Donc on a des moteurs spécialisés comme ça. Et puis, dernière précision, ah oui, déjà, on peut accrocher quelque chose sur ces moteurs pour les transporter. Et puis ces moteurs ont la faculté de pouvoir se détacher, diffuser un petit peu, se rattacher. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on se dit c'est très simple. Si vous voulez transporter quelque chose de Paris à Lyon, bah, vous l'accrochez à des moteurs qui vont à Lyon. Et voilà. Alors première remarque, déjà c'est très encombré et puis on a ces moteurs qui se détachent et qui se rattachent. Donc il va y avoir un intérêt à avoir des équipes de moteurs qui tirent. Elles peuvent exercer des forces plus grandes, et puis comme ça, s'il y en a un qui se détache, les autres se rattachent, et au total, il y a toujours quelqu'un pour tirer. Mais alors voilà, on a eu des observations expérimentales assez troublantes. Ce qu'on voit, c'est ici, donc c'est des endosomes, c'est des espèces de vésicules dans des cellules. On voit qu'elles partent dans un sens, puis tout d'un coup, demi-tour, et hop, on revient. Et au moment où ils font demi-tour, ce que ces gens ont regardé, c'est la forme de la vésicule. Et ce qu'ils voient, c'est qu'elle s'allonge comme un ballon de rugby au moment où elle change de direction. Et ça, c'est un des faits expérimentaux, ce n'est pas le seul, mais qui a amené les gens à se dire que dans un certain nombre de cas, il y avait non pas une équipe de moteurs qui tiraient tous dans le même sens, mais 2 équipes qui tirent en sens opposé, comme dans le jeu de tir à la corde. Alors ça, si vous y avez déjà joué, vous savez que ce n'est pas un mode de transport très efficace. Hein, ça ne bouge pas beaucoup. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce que la cellule est allée faire d'accrocher des équipes qui tirent dans des sens opposés sur un objet qu'on veut transporter? Donc voilà, c'est ça qu'on va vouloir comprendre. Donc on a fait un modèle où on va avoir ce qu'on veut transporter, il y a tous les moteurs. Alors les verts vont dans un sens, les jaunes vont dans l'autre sens, et on va modéliser ça. Alors ici, nos moteurs moléculaires, c'est un autre nom pour ces piétons moléculaires, hein, ils vont pouvoir s'attacher, sauter d'une case à l'autre et se détacher avec des taux qui dépendent de la force qu'on exerce sur eux. Et ils sont reliés au cargo par, on va dire, un ressort. Voilà, en gros. Donc plus ils sont loin, plus ils tirent fort. Et le cargo, lui, il est soumis à toutes ces petites forces de la part des moteurs, plus une force visqueuse, c'est-à-dire pour le bouger dans le milieu qui est très encombré, il faut une force, il y a une force de résistance au mouvement.
Et puis éventuellement, on peut mettre un peu d'agitation thermique parce qu'on est à petite échelle, mais bon, c'est un détail. Donc voilà, on a ce modèle. On va le simuler. Alors si on veut être vraiment réaliste, ce qu'il faut, c'est prendre en compte le fait que les moteurs qui vont dans un sens et ceux qui vont dans l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont asymétriques. Par exemple, il y a une famille de moteurs, si on lui tire dessus, elle se détache facilement, alors que l'autre, elle va au contraire s'accrocher dans la route. Donc si on tire dessus, ils ne vont pas se comporter pareil. Ils ne réagissent pas non plus de la même façon si on leur met plus d'énergie, ces petites molécules qui viennent se fixer et qui leur permettent de faire un pas, c'est l'ATP, c'est l'énergie de la cellule, les deux moteurs n'en tirent pas parti de la même façon. Donc il y a un certain nombre de différences. Voilà. Une fois qu'on a ça, est-ce qu'on peut reproduire des observations expérimentales? Alors, je pense que je vais un peu sauter. On a des moyens de caractériser le déplacement, même s'il est diffusif, donc assez bruité, on a des moyens de caractériser le mouvement dans les cellules et on a pu reproduire ça avec le modèle. Je vais passer parce que ça va être trop long. Voilà. Donc il y a un certain nombre de faits qu'on arrive à reproduire avec ce modèle. J'ai envie de passer plutôt à l'autre partie qui est, à ce stade, on arrive à reproduire un certain nombre de faits expérimentaux, mais on n'a toujours pas compris pourquoi c'est intéressant d'avoir ces deux équipes qui tirent dans des sens opposés. Et alors, ce qu'on comprend déjà un petit peu, c'est que s'il y a on est dans un espace très encombré. Donc, si on a deux familles opposées, ça peut être intéressant parce que s'il y en a une qui marche, on va aller dans une direction ou dans l'autre. Donc, ça permet d'explorer l'espace beaucoup plus, de faire des essais-erreurs. Ça passe pas, je retourne en arrière, je reviens. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, ça, comme j'ai sauté, vous ne savez pas, mais une fois que le cargo a commencé à aller dans une direction, il a tendance à continuer un peu plus dans la même direction quand même. Donc par rapport à quelque chose qui serait purement diffusif, il a un peu plus de suite dans les idées. Donc s'il y a des obstacles, il va quand même essayer de passer et ça aide à passer les obstacles. Donc c'est un objet qui peut avoir des dynamiques intéressantes. Voilà, mais surtout, voilà là où c'est une hypothèse. Pourquoi on pense que la cellule peut avoir intérêt à avoir ce genre de système? C'est que je vous ai dit donc, que si on tire sur les moteurs, les particules ne réagissent pas pareil, ou si on change la concentration en ATP, l'énergie de la cellule, elles ne vont pas réagir pareil. Et alors, ça veut dire que vous avez ces deux équipes qui essayent de tirer, et vous donnez plus ou moins d'ATP. Comme elles ne réagissent pas pareil, ça peut permettre de donner le dessus à une équipe ou à l'autre. Pardon. Et donc, on observe des choses assez rigolotes avec ces objets, cargo plus moteur. C'est que parfois, en donnant plus d'énergie, on peut ralentir l'objet, parce qu'on va donner le dessus peu à peu à l'équipe opposée, et au bout d'un moment, on va partir dans l'autre sens. Pareil, si on augmente la viscosité, donc normalement, si vous marchez dans un milieu plus visqueux, c'est plus dur de marcher dans l'eau que dans l'air, par exemple, ou dans le miel encore plus. Normalement, plus c'est visqueux, plus vous ralentissez. Là, vous pouvez avoir l'inverse. Des fois, en augmentant la viscosité, vous iriez plus vite. C'est un peu comme en politique, vous avez deux groupes opposés, et finalement, en changeant un petit truc, vous arrivez à changer l'équilibre des forces en présence et à envoyer votre cargo à droite ou à gauche. Donc c'est une hypothèse que ça pourrait être intéressant pour la cellule d'avoir ces objets, parce que c'est des objets qui sont extrêmement contrôlables. Voilà, donc là, maintenant, il faut faire des tests un peu plus in vitro. Pardon. Pour tester ces idées, on commence maintenant à pouvoir vraiment manipuler ces objets dans des expériences in vitro en dehors de la cellule et pouvoir mesurer des choses à toutes les, voilà, au niveau du moteur, au niveau d'un mouvement d'ensemble. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Pourquoi tirer en même temps dans les deux sens sur un objet alors que ça ne paraît pas efficace? Peut-être que c'est finalement intéressant dans un milieu encombré et aussi pour avoir un système contrôlable. On se rend compte de plus en plus dans la recherche actuelle que ces microtubules, elles ne sont pas partout pareilles. Il y a des petites décorations chimiques dessus qui pourraient aussi favoriser une équipe par rapport à l'autre et diriger le cargo de façon assez fine. Mais ça, c'est vraiment des choses en cours d'exploration.
Alors, dernière partie, 5 minutes. Donc maintenant, là, je vous ai parlé de ce qui se passe à l'échelle d'un cargo avec ces 2 équipes de moteurs qui le tirent, mais on est vraiment à l'échelle d'un seul cargo. Mais dans la cellule, donc je vous ai dit, c'est une ville, il y a plein de cargos qui voyagent dans tous les sens. Et donc, on veut avoir quelque chose, une vue un peu plus globale de tout ça. Alors, il y avait un modèle qui avait déjà été proposé pour expliquer des expériences in vitro, qui est de dire, ben voilà, on a la microtubule ici, il y a des moteurs qui s'attachent, qui avancent, qui se détachent, qui se rattachent et qui sortent. Donc c'est un modèle d'automate cellulaire, de nouveau. Hein. Et bien qu'il soit très simple, il avait réussi à expliquer un certain nombre de choses d'expériences in vitro, le fait que les moteurs se localisaient à certains endroits, etc. Alors nous, on a voulu faire pareil en disant oui, mais il y a des cargos qui vont dans les 2 sens. Hein, il y a les 2 familles de moteurs, ils vont dans les 2 sens. Et en plus, quand on se détache, on ne peut pas aller bien loin parce que c'est tellement encombré que de toute façon, on peut diffuser dans le voisinage, mais on va se rattacher pas très loin. Et si on met ça, alors ce qui compte surtout là-dedans, c'est la figure. Hein. Vous avez l'espace et le temps, et vous voyez qu'on formait des embouteillages. Il n'y avait quasiment plus de transport. On a essayé plein de variantes, et pas moyen de faire un modèle qui marche. Alors, comme le but, comme ça a été dit dans l'introduction, c'est de comprendre comment marche le transport, pour comprendre aussi quand il ne marche pas dans les maladies. Donc on était très embêtés d'avoir un modèle qui ne marche pas déjà quand ça devrait marcher. Et forcément, la cellule, elle, ça marche. Et voilà, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a en fait le réseau de transport sur lequel on est, ce ne sont pas comme nos routes, c'est un réseau lui-même dynamique. C'est un... Alors, normalement, ça fait un petit film. Voilà, vous voyez dans la levure les petits... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous le remettre. On voit les microtubules qui croissent et décroissent tout le temps. Hein. Et voilà, là on voit aussi, c'est une vue d'artiste, mais une microtubule qui est en train de dépolymériser. Donc elles oscillent entre des états où elles vont polymériser, croître, et tout d'un coup, se dépolymériser très vite. Là, c'est voilà, encore un film où on voit uniquement la partie croissance. On ne voit pas la décroissance, mais on voit qu'il y a ce mouvement global. Donc il y a plein de microtubules qui sont en train de changer de longueur, là, hein, quand on voit ces petites coulées vertes. Donc ça, c'est dans un axone où elles sont à peu près parallèles. Donc voilà, on est sur un réseau dynamique. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc on a repris notre petit modèle, mais en disant, on a modélisé ça de façon très brutale, hein, on va dire, de temps en temps, on supprime un bout de la microtubule, et puis on en remet un avec une certaine probabilité. Donc on va rendre le réseau dynamique. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce que vous pouvez voir, c'est que ça, c'était avant, on avait ce gros embouteillage, et en rendant le réseau dynamique, tout d'un coup, on n'a plus les embouteillages. Donc ça veut dire qu'on arrive à empêcher dynamiquement la formation des embouteillages en enlevant la route de temps en temps. C'est un peu paradoxal. Hein. Alors évidemment, si on l'enlève un peu trop, au bout d'un moment, il n'y a plus de transport. Hein. Vous voyez cette courbe-là, si je continuais à rendre encore plus dynamique, à un moment, ça va redescendre si j'ai plus de route. Mais il y a un optimum qui semble jouer un rôle. Alors, ce n'est pas l'unique façon de faire marcher ce système, mais on pense que la dynamique du réseau joue un rôle. Et il y a eu des expériences qui vont un petit peu nous interroger dans le même sens. Donc là, vous voyez en haut un axone sain, et dans l'autre, on a mis une substance qui bloque la dynamique des microtubules. Vous voyez qu'il n'y a plus cette dynamique. Voilà. Et on va regarder dans les mêmes axones le transport d'un certain type de vésicule. Ah non, ça c'est dans l'axone normal. Voilà, on a en haut la dynamique des microtubules. Oui, donc les commentaires, ça ne va pas là. Bon, attendez, je le refais. Voilà, là c'est un axone sain. On voit les vésicules qui se déplacent et les microtubules qui sont dynamiques. Et maintenant, je remets cette substance qui bloque la dynamique des microtubules, et en même temps, on bloque le transport de vésicules. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre. Hein. Ce n'est pas parce que ça se produit au même moment que l'un est la cause de l'autre. Mais ça va un peu dans le sens qu'il y a sûrement un lien qui est encore en cours d'exploration entre la dynamique du réseau et le transport. Même si ce n'est pas forcément
le seul. Voilà, donc, pardon, voilà, vous savez que c'est bientôt la fin. Je voulais juste résumer. Donc, on a eu donc, dans la cellule ces deux niveaux de description, hein, à l'échelle des cargos qui sont transportés, comment les amener là où on veut et comment avoir un système contrôlable en attachant les deux sortes de moteurs sur le même cargo. Et puis au niveau des réseaux, donc on manque encore d'une image complète du réseau dans l'Axone, comment on le reconstruit, comment on gère le matériel pour le reconstruire. Et c'est tellement encombré que nous, notre scénario qu'on a exploré suppose qu'on peut se détacher et quand même diffuser un peu, mais pour certains objets, on se dit qu'ils ne doivent pas diffuser du tout. Et pour l'instant, on n'a pas d'explication comment ça peut marcher. S'il faut vraiment voir, c'est comme si vous autorisiez les autoroutes pour les prendre dans les deux sens, sur les mêmes voies, quoi. Enfin, on sait que ça ne marche pas. Et la cellule, elle y arrive. Voilà. Donc il doit y avoir des ingrédients qui nous manquent. Donc il y a vraiment un besoin d'expérience in vitro, maintenant qu'on sait faire marcher ces moteurs in vitro. Mais après, il se pose toujours la question, est-ce que c'est pareil in vivo? Donc comme je vous disais, on se rend compte qu'in vivo, dans les cellules, les microtubules sont décorés et que ça joue, avec des petites choses chimiques dessus, que ça joue aussi un rôle. Et donc on veut vraiment comprendre toute cette machinerie pour comprendre pourquoi, dans certaines maladies, ça s'arrête, il y a des embouteillages. On sait même pas, on l'observe, mais on ne sait pas toujours quel est l'œuf et la poule, si c'est la cause ou la conséquence de la maladie. En tout cas, c'est un des ingrédients. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Cécile Appert. C'est le temps des questions. Il y en a une là-bas, oui. Bonjour et merci pour cette conférence. J'étais en train de me demander si on parlait des neurones qui sont censés être dans le cerveau, c'est bien ça? Donc est-ce que ça voudrait dire que quand par exemple il y a une différence par rapport au flux, c'est ce qui fait qu'on peut avoir une différence par rapport à la transmission des informations? On a pu... Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Dans les neurones, il y a la communication entre neurones avec le potentiel qui va se... Et ce n'est pas du tout de ce transport-là qu'on parle. Ce n'est pas le transport. Ça, c'est vraiment un transport qui a lieu dans les neurones, mais dans n'importe quelle cellule de tout notre corps fonctionne comme ça. Simplement, le neurone est intéressant, d'une part, parce qu'il y a ces maladies qu'on aimerait bien savoir, comprendre un peu mieux, mais aussi parce que c'est quasiment unidimensionnel, qu'il y a ces très grandes distances. Mais dans les cellules, c'est pareil, ça va plutôt être radial. Toutes les cellules ont besoin de ce transport. C'est plus pour la vie de la cellule, là, ce dont je parle. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je n'ai pas une question bien particulière, mais j'ai une suggestion. Il y a une équipe à l'Institut Curie, d'ailleurs c'est à Orsay, et qui travaille sur le transport neuronal et sur le rôle du microtubule dans la dégénérescence des neurones. Donc c'est une suggestion, vous pouvez être en contact avec eux. C'est Monsieur Yankee. Exactement, oui, je le connais bien. Oui, oui. Bah, il regarde en particulier ces histoires de décoration de microtubules. C'est un des spécialistes. Les modifications. Voilà, comment la microtubule, jusque-là, on la voyait un peu comme un tube. Et en fait, il y a des petits filaments qui sortent, qui jouent un rôle qui n'est pas encore bien compris. Donc, effectivement. Mais par contre, au niveau du transport, voilà, enfin, vu de loin, on fait la même chose, mais vu de près, on n'a pas tout à fait les données qu'il faudrait pour... mais on discute et on espère bien arriver à collaborer un peu plus précisément. Merci. Ouais.
Soit c'était très très clair, soit vous avez été assommé par tout. Alors, moi, j'ai une question sur les piétons. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'intelligence collective là-dedans? C'est-à-dire en se déplaçant comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas, on n'a pas de stratégie de mobilisation, de locomotion, mais on gère ça collectivement de manière à ne pas avoir de problème ou d'affrontement. Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence collective? Alors, oui, il y a plusieurs niveaux de cette intelligence collective. Déjà, la formation des diagonales, comme je vous les ai décrites, finalement, c'est quelque chose qu'on fait sans même savoir qu'on le fait, de se mettre dans le sillage de l'autre. Mais c'est une forme d'organisation collective qui émerge spontanément. Bon, quand on est dans un couloir bidirectionnel, là on le voit, il se forme des voies de circulation, on sait qu'on a intérêt à suivre quelqu'un, mais même voilà, dans des croisements plus complexes, il se forme des choses comme ça. Après, il y a tout un champ de recherche, alors ça sera plutôt dans les situations un peu déstabilisantes, une évacuation avec peut-être plusieurs sorties. Il y a de la recherche pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui spontanément vont devenir des leaders, indiquer aux autres ce qu'il faut faire, est-ce qui va suivre ou ne pas suivre, comment on s'organise comme ça quand les règles habituelles ne sont plus là parce qu'il y a une situation inédite. Donc ça, effectivement, il va y avoir des systèmes d'interaction spécifiques qui vont se mettre en route. Donc, on peut parler dans ce sens je ne sais pas si on peut parler d'intelligence collective, enfin de dynamique de groupe. Parfois, c'est l'inverse, on fait ce qu'il ne faut pas. C'est malheureusement comme ça qu'arrivent les accidents. Si vous avez une sortie trop petite, par exemple, et que les gens arrivent par derrière, les gens de devant peuvent être écrasés contre une grille ou quelque chose, parce que les gens de derrière, c'est plutôt un manque d'information là qui... Il y a sûrement quelque chose à modéliser encore au niveau de l'information qu'ont les gens. Parce que dans les modèles qu'on a, en général, on suppose que vous savez un petit peu quelle est la vitesse de telle personne, d'où elle vient, où elle va. Mais en fait, on manque d'informations. Donc si des gens ne savent pas qu'au-delà, il y a un accident, ils vont continuer à affluer. Et éventuellement, il peut y avoir des phénomènes d'entonnoir qui fait que si tout le monde pousse un peu, ça se concentre et ça peut donner des grandes forces à un autre endroit. Donc il y a sûrement des choses à modéliser au niveau de l'information qu'ont les gens et à améliorer dans un certain nombre de cas. Je ne sais pas si je... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a une question au fond. Bonsoir, pour continuer sur la lancée, est-ce qu'on peut modéliser la discipline? Je suis étonné que vos piétons dans le cercle, enfin dans le cercle, se sont pas tous mis à droite s'ils étaient français. Ils se seraient tous mis à gauche s'ils étaient anglais. Et puis ils se sont mis à tourner, et se seraient mis à tourner comme ça. Qu'ils aient réussi à faire trois colonnes, me semble bizarre. Enfin, je me serais mis à droite et j'aurais tourné. Oui, c'est qu'en fait, il y a des fluctuations. Les gens n'ont pas... Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un petit biais, effectivement, à marcher plus à droite, mais qui n'est pas systématique. Là, les voies, au cours du temps, s'inversent, effectivement, parce qu'il y a un trou et que ça permet à quelqu'un de vouloir doubler, et paf, ça va changer le côté. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose de très spontané, et puis avec des fluctuations qui font que ça se réorganise tout le temps. Il y a des expériences comme ça aussi, quand vous mettez un obstacle... Est-ce qu'on va passer à droite ou à gauche? Donc on voit que les gens ont un petit biais d'un côté, mais pas si fort que ça. Oui, ça dépend. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et si on arrivait à les discipliner, est-ce qu'il y aurait moins de bouchons? Alors, bon, là je vous réponds aussi. Il y a quelque chose quand même d'un peu spécifique dans cette expérience, c'est que le couloir était courbe. Donc on peut penser que... Indépendamment du fait d'être à droite, il y avait une incitation à être à la corde, peut-être parce qu'on marche moins, qui aurait peut-être été moins présente dans un couloir droit. Mais alors à ce moment-là, dans les couloirs droits, il y a des gens qui ont fait des expériences, mais il y a toujours le problème de qu'est-ce qu'il y a avant et après.
voilà, qui a une influence selon la façon dont vous arrivez de chaque côté. Donc c'est difficile d'avoir un système universel. Après, ben, c'est sûr que finalement, marcher à droite, c'est une façon de mettre spontanément en œuvre cette ségrégation des flux dont on a vu que dans certains cas, elle est très favorable, effectivement. Donc oui, s'il y a beaucoup de monde et qui vont dans les deux sens, on a intérêt à séparer les flux. Donc marcher à droite, effectivement, c'est une bonne façon. Ça se fait quand même pas mal dans le métro, quand même. Les gens spontanément essayent de faire ça. Mais... Bon, là, on est pour les piétons, mais je pensais aux cellules, justement. Si au niveau des cellules, il y a des objets qui ne se comportent pas comme elles devraient, ça expliquerait les maladies. Enfin, je n'y connais rien. Oui, ben, c'est un système assez complexe. On sait par exemple que dans Alzheimer, bon, ces réseaux de microtubules, ils ne flottent pas en l'air. Il y a des objets qui les relient et qui sont des objets qui... Bon, on sait que ces objets ont un défaut dans certaines maladies et donc ils vont gêner ils peuvent à la fois donner une autre structure au réseau qui vont faire que ça va la router en moins bon état, mais aussi ils peuvent peut-être, une fois qu'ils s'agglutinent les uns sur les autres, gêner le transport. Donc il y a un défaut quelque part, mais il y a plusieurs façons de... Mais donc cet objet, on appelle ça une protéine tau, qui peut relier les microtubules. On découvre que finalement, elle est beaucoup plus dynamique que ce qu'on croyait. Donc de toute façon, à l'échelle de la cellule, c'est toujours des choses très stochastiques. Il n'y a pas un truc très déterministe, faites ci, faites ça. C'est toujours des objets qui fluctuent beaucoup, qui bougent beaucoup. Mais en moyenne, ça mène à des comportements robustes. C'est assez étonnant, en fait, que ça marche aussi bien, alors qu'on est à des échelles où beaucoup de choses sont dynamiques et fluctuent dans tous les sens. Bonsoir, je voudrais savoir si les réseaux de données numériques, ça a à voir avec ces modèles-là, je ne sais pas, avec Internet, avec le trafic sur le numérique, ou c'est complètement différent Alors, c'est aussi beaucoup étudié. Quelles seraient les différences? Alors, je pense qu'une des différences, c'est quand même que là, dans le transport, comme je vous disais, on a les contraintes physiques qu'on est dans un espace à 2 dimensions, avec, on prend de la place physiquement. Et dans les réseaux numériques, c'est des architectures complètement différentes. Donc, je pense que ça se pose différemment. Ce qui va compter, c'est beaucoup plus la structure des réseaux, quelle forme ils ont. Il y a des gens qui étudient, par exemple, les réseaux d'amis sur Facebook, ou certains... il y a eu des expériences dans une conférence, qui parle avec qui, comment ça se... Donc on peut faire des réseaux sociaux d'interaction, il peut y avoir des modèles de propagation de croyances et tout ça, mais ça va être des modèles quand même assez différents. Moi, je veux parler des réseaux numériques, qu'on transforme l'information, les flux d'informations qui allaient via Internet, on va sur un tel site, il y a pas mal d'informations qui circulent partout, dans tous les sens, etc. Est-ce que ça relève de ça, quoi, vous voyez, c'est toujours du transport, mais comme je dis, les réseaux sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire votre message, il va passer peut-être par... Il y a plusieurs chemins possibles qui ne seront pas forcément les plus courts géographiquement. Il va y avoir une répartition. Donc c'est quand même assez différent. Oui, vraiment, il y a une structure de réseau qui joue un rôle très important et la façon dont on va découper les paquets, les envoyer sur différents chemins, etc. Mais bon, je dois dire que je connais moins bien aussi. Oui, d'accord. D'accord. Merci. Ouais. Oui, bonsoir. Est-ce que sur vos modèles, il y a des réflexions, des recherches sur la transposition de ce système-là sur justement les véhicules autonomes pour demain?
où on pourrait rentrer cette intelligence. Comme vous disiez tout à l'heure, on fait disparaître la route. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, le véhicule autonome ne fait pas disparaître la route, mais un peu aussi en rendant, alors je ne sais pas si on peut dire intelligent, mais le fonctionnement, et qu'on crée une sorte d'écosystème entre tous ces véhicules autonomes. Donc, est-ce que c'est transposable ou pas, ou est-ce qu'il y a des réflexions en cours là-dessus par rapport à ça? Oui, quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Par exemple, je vous ai parlé de ces modèles de poursuite où on regarde l'accélération en fonction de la véhicule devant, mais on peut avoir plusieurs familles différentes de véhicules qui ne vont pas se comporter pareil, et on peut regarder, parce que typiquement le problème quand vous avez une file, c'est qu'il peut y en avoir un qui freine, si le suivant a un petit temps de réaction et met un peu de temps pour freiner, le suivant doit freiner encore plus fort, etc. Donc une question, c'est si vous avez des véhicules qui sont plus efficaces pour freiner, est-ce que derrière, vous allez éviter l'accident de devant, mais vous allez le créer derrière. Donc il y a de la recherche là-dessus sur des environnements mixtes, véhicules ayant un certain équipement ou pas, pour voir comment ça se comporte. Après, le véhicule autonome, moi j'ai été assez étonnée finalement. Je pensais il y a 20-30 ans que ça allait venir plutôt sur les autoroutes. Vous alliez rentrer sur l'autoroute, il y aurait une voie dédiée, vous vous endormez, vous récupérez votre véhicule à la fin. Et finalement, les véhicules autonomes arrivent plutôt dans un contexte beaucoup plus compliqué, où il y a des piétons, plutôt des systèmes en ville. Donc ça, c'est quelque chose qui m'étonne, que ça soit venu par là. Et alors là, effectivement, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des interactions multiples à gérer. Alors on est encore au-delà de ces modèles simples que je vous ai présentés là. Oui. Peut-être c'est le côté suicidaire des humains, à se mettre dans des environnements dangereux. Oui, alors on peut dire, bon, de toute façon, pour mettre une véhicule sur la route, il faut qu'elle soit capable de gérer des situations compliquées. Et donc, allons-y directement, quoi. Une fois qu'elles savent gérer les situations compliquées, on y va. Mais, Bon, j'ai honte de moi, mais je n'ai rien compris de ce que vous avez dit. Alors, je suis désolée, excusez-moi. Ah, c'est comme ça. D'habitude, quelque chose je comprends quand même, mais là, zéro. Alors, ce que j'essaie de... Alors, de temps en temps, je vous entends parler comme quelqu'un qui examine, qui étudie le réseau routier, la fluidité et tout ça. Et puis après, pof, vous passez à une question des maladies, une question médicale. Alors là, je ne comprends plus. Est-ce que, quel rapport il y a entre... Ou alors, je ne sais pas, je ne comprends pas. Par contre, ce que je crois avoir compris, c'est que dans vos recherches, qui sont très spéciales, en fait, je pense que quelqu'un qui n'a pas un background de physicien ne peut rien comprendre de ce que vous avez dit. Hein. Alors, non, mais c'est pas... vous êtes physicien, donc pour vous, c'est normal, de parler comme ça. Ce que je crois avoir quand même compris, c'est que dans vos recherches, au point où elles sont là maintenant, elles n'ont pas encore trouvé le point où elles sont applicables dans un domaine bien applicable. Pour l'instant, la recherche n'est pas encore suffisante pour être appliquée sur des problèmes de santé ou autres. Alors, oui, il y a beaucoup de... Donc, il y a deux choses. Au niveau de la médecine, effectivement, on n'est pas encore à ce niveau-là en ce qui nous concerne. Il y a de la recherche plus... on sait sur des médicaments, des choses comme ça, mais à laquelle nous, on ne participe pas. Nous, c'est vraiment de la recherche plus fondamentale pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents, en pensant que si on comprend comment ça marche, on saura mieux à quel endroit il faut agir. Mais c'est vrai que c'est de la recherche qui est encore assez balbutiante et qui est très liée à ce qu'on peut voir dans la cellule. Et ça, c'est assez fascinant en biologie. Enfin, pour un physicien, c'est étonnant, c'est que ça évolue tout le temps. C'est-à-dire, on commence une thèse, il y a des choses qu'on ne voit pas. À la fin de la thèse, on les voit, on apprend des nouvelles choses, on essaye de les intégrer dans les modèles. Donc, l'idée, c'est plutôt gagner de la connaissance fondamentale avec ce dialogue entre des gens qui vont faire des expériences, générer des données, et d'autres qui vont essayer de faire des modèles pour essayer de donner sens et de dire, voilà, si c'est ce scénario-là, peut-être vous devriez aller voir
telle grandeur ou telle chose. Donc, on va plutôt, nos interlocuteurs seront plus des gens qui font des expériences in vitro. On ne soigne pas des gens avec ça, hein, mais c'est pour comprendre les systèmes et avoir un dialogue déjà entre les modèles et les expériences. Après, au niveau des modèles piétons, c'est vrai que je n'ai pas décrit des modèles un peu plus complexes qu'on a, par exemple, les gens dans notre collaboration qui font de l'informatique graphique. Bon, ils vont participer à des conférences ou dans le public, il y a les sociétés de jeux vidéo qui cherchent le modèle qui va leur permettre d'avoir le comportement le plus réaliste. Voilà. Donc, effectivement, on n'est pas tous au contact avec ces applications, mais on collabore pour essayer de déterminer des modèles qui seront susceptibles d'être utilisés. Il y a des modèles qui sont déjà utilisés, et ça évolue, et les modèles... il y a un gros besoin de modèles. Donc, mais à ce stade dont vous parlez, ça ne peut intéresser que les gens qui font de la recherche fondamentale. Les autres... pas tout à fait, parce qu'avoir des modèles de piétons... par exemple, quand je vous dis on a ces expériences, on observe que pour qu'on ait un modèle de suivi réaliste, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un temps de réaction pour évaluer la vitesse et tout ça. C'est des choses qu'on peut mettre dans les modèles qui vont changer le comportement des simulations et leur donner une apparence plus réaliste. Donc, par exemple, pour la personne qui veut faire une foule virtuelle, il vaut mieux qu'il y ait les bonnes ondes qui se propagent, parce que notre œil, il ne va pas regarder les détails, mais si tout le monde marche à égale distance comme des robots, ça ne va pas faire bien dans le film. Si on peut avoir ces ondes de compression qui se déploient de façon réaliste, ça sera intéressant déjà pour les gens qui font ces modèles. Donc voilà, on a des gens dans la collaboration qui, eux, vont dans des confs où ça peut essaimer dans le... Donc ils ont certains de leurs modèles qui ont été repris pour des dessins animés, des choses... Voilà. Donc, mais effectivement, d'abord, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, hein, on participe à un avancement de la science, et puis voilà. Et dans le trafic routier, c'est vrai que mes interlocuteurs vont peut-être être plus des gens qui font de la recherche plus appliquée, qui, eux, vont le transcrire en modèle... Donc là, on peut avoir des échanges. En France, la recherche appliquée sur le trafic est plutôt faite dans des instituts spécialisés, comme l'IFSTAR. C'est anciennement ça a repris l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité, qui a fusionné avec les laboratoires centrales des ponts et chaussées, et qui fait un institut qui s'intéresse au trafic routier. Donc effectivement, nous, on est un peu en dialogue avec eux, qui font des modèles appliqués. Voilà, que si on construit un tunnel, comment il faut faire la tarification, par exemple, pour éviter les bouchons, ou des choses comme ça. Je comprends mieux à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est-à-dire, d'une part, ça s'applique vraiment à la circulation routière, ou ça peut s'appliquer, votre travail, vos recherches, ou alors aussi à la médecine. Voilà, disons, on est un des rouages dans une chaîne. Voilà, faut pas être... un des rouages. L'objectif, c'est ce que je cherchais, c'est pour ça que je me suis complètement perdu pendant votre conférence. Je me suis dit, mais quel est leur objectif? Voyez-vous? Oui, c'est vrai qu'on est dans une objectif de connaissance fondamentale. Votre n'était pas défini. C'est pour ça que je me suis dit, mais est-ce qu'il parle de la circulation automobile, du piéton, de tout ça? Ou il parle aussi de cellules et pour les maladies? Alors que là, vous expliquez que c'est effectivement de la recherche fondamentale qui, parce qu'elle est fondamentale, peut trouver ses applications dans des domaines précis. Et voilà, eh bien, vous voyez, bon... c'est très bien dit. Voilà. Hein? C'est très bien dit. C'est très bien dit. Voilà. Et alors, oui, effectivement. Parce que ce que je reproche souvent à ces conférences, heureusement pas à toutes, c'est que des fois, ça demande des connaissances techniques, ne serait-ce que votre vocabulaire, vous savez, bon, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Enfin, le grand public qui n'est pas habitué à ça ne sait même pas de quoi on parle, vous voyez. Alors c'est pour ça que éclairer, enfin si j'avais été le conférencier, j'aurais quand même dit, écoutez, je vais vous éclairer sur notre recherche,
bon, vous allez comprendre ce que vous pouvez comprendre, ce qui est à votre portée, ce qui n'est pas, mais ce que nous recherchons, notre objectif, voilà, c'est ce, ça et ça. Voilà. Enfin, on y est quand même un peu arrivé. On y arrive à la fin. Est-ce que les insectes sociaux peuvent nous apprendre quelque chose pour améliorer la locomotion, la mobilité des humains? Alors, il y a eu des expériences, par exemple, il y a des gens qui ont fait des expériences sur les fourmis pour voir si on pouvait apprendre des choses. Finalement, ça reste un petit peu complexe de le transposer à l'humain parce qu'ils ont un comportement assez différent. Par exemple, les fourmis, vous savez peut-être, quand elles marchent, elles laissent derrière elles une substance chimique qui s'appelle les phéromones, qui vont guider les autres. Donc, contrairement à... Vous avez vu que quand je vous ai montré le flux en fonction de la densité, c'était toujours un truc qui croît et qui décroît. Et les fourmis, c'est différent, parce que quand elles ne sont pas assez nombreuses, il n'y a pas assez de phéromones pour qu'elles aillent vite. C'est aux densités intermédiaires qu'elles sont le plus efficaces. Et puis à haute densité, si vraiment on les confine, elles ne peuvent plus bouger. Mais il y a eu des expériences qui ont essayé, par exemple, des phénomènes d'évacuation. Et en fait, on ne voit pas du tout de congestion aux portes, etc. Mais je pense parce qu'elles ont vraiment une dynamique et une façon de s'orienter, etc., qui est différente de nous. Donc, voilà, j'avais des étudiants qui étaient venus en disant, voilà, on voudrait faire un projet, justement, ce que vous dites, apprendre des animaux. Ils sont sûrement beaucoup plus altruistes que nous, ils savent sûrement faire beaucoup mieux, on va apprendre. Mais finalement, ce n'est pas si évident qu'ils aient toujours les bons réflexes. Bon, c'est que, par exemple, et puis, ce n'est pas forcément utile pour nous. On voit que les poissons, quand ils sont en danger, ils vont faire des espèces de... Ils vont tous se regrouper, faire des tourbillons pour se protéger. Mais ça, ce n'est pas trop transposable à l'être humain. Si on faisait ça, s'il y a le feu, il faut fuir. À part les derviches tourneurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore une autre question. Votre recherche, est-ce qu'elle peut s'appliquer, parce qu'ici il y a eu une série de conférences sur le cerveau, est-ce qu'elle peut s'appliquer au fonctionnement de notre cerveau, cette recherche? Pour que les idées restent bien, etc., qu'il n'y ait pas d'embouteillage, 26 idées pour essayer de trouver une sortie, voilà, etc., etc. J'ai l'impression que ça peut s'appliquer, vos recherches, au fonctionnement cérébral. Je ne sais pas, dites-moi. Alors, ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée. Le transport qui sous-tend le fonctionnement du cerveau, ça va plutôt être des signaux électriques qui vont beaucoup plus vite que le transport dont je parle là. Et donc, c'est vraiment un autre système. C'est pas ces moteurs-là qui emmènent l'information pour qu'on pense, quoi, hein. Ça, c'est vraiment le transport qui permet à la cellule de vivre. Et donc, je pense que c'est quand même des choses assez séparées. Simplement, si nos neurones ne sont pas capables de vivre, s'ils ne sont pas en bonne santé, évidemment que ça va avoir un impact sur le cerveau, hein, mais ce n'est pas directement sur le processus de pensée. Donc, c'est quand même deux choses un peu disjointes. Oui. Peut-être dans le cas des AVC, non? Il y a des artères qui sont bouchées des fois. Oui, alors là, c'est vraiment une cause, j'allais dire, extérieure, hein, où il va y avoir quelque chose qui va provoquer des dégâts dans les cellules. Mais vous voulez dire dans la récupération ou... Non, à étudier le transport et peut-être voir s'il y a des médicaments qui peuvent s'acheminer. Oui, là, j'ai parlé que d'un exemple de transport, mais dans notre corps, il y en a vraiment plein. Par exemple, il y a des recherches au niveau des cancers. On sait que quand il y a une tumeur, il va y avoir éventuellement des cellules cancéreuses qui vont essaimer. Elles vont, ça dépend lesquelles, hein, mais il y en a qui vont utiliser les réseaux sanguins pour se balader. Donc là aussi, il y a des modèles de transport. C'est encore d'autres modèles avec d'autres... Mais effectivement, il y a plein de problèmes de transport dans le corps, oui. Bien, je crois qu'on arrive à la fin. Il n'y a plus de questions. Merci, Cécile, Père.
Ronan. Merci.